29 avril 1995. Cette date est gravée dans ma mémoire comme un rappel constant que le monde n'est pas seulement ce qu'il paraît à première vue. Je m'appelle Jake Aragon et je suis un chasseur de créatures surnaturelles. Je n'en suis pas fier, ce n'est pas exactement une profession que l'on choisit avec enthousiasme. Mais la vérité c'est que le monde a de nombreuses portes cachées et que certaines d'entre elles ne devraient pas être ouvertes. C'est ce jour-là, entre la faible lumière de l'après-midi et l'obscurité totale de la nuit, que j'ai reçu un appel qui allait changer à jamais ma compréhension de l'inconnu. J'étais chez moi, assis dans un fauteuil défraîchi par les intempéries, feuilletant un vieux journal que j'avais confisqué des mois plus tôt à un collectionneur d'objets occultes. Le livre avait des pages jaunies et sentait le moisi, mais il contenait de précieuses notes sur des rituels et des objets maudits. Cela faisait partie de mon travail de comprendre ces choses, même si je préférerais ne pas avoir cette connaissance. Mes outils étaient éparpillés sur la table des selles, des bougies noires, un poignard en argent et une petite bouteille d'eau bénite. Je ne suis jamais sorti sans eux. On ne sait jamais quand quelque chose pourrait mal tourner. Le téléphone sonna, interrompant le silence pesant de la pièce. Je me levai lentement, sachant que peu de gens possédaient ce numéro. J'ai répondu et j'ai entendu la voix familière de Thomas, un ami qui était officier au commissariat local. Il semblait nerveux, ce qui suffisait à me garder alerte. Thomas n'était pas du genre superstitieux, mais quelque chose dans sa voix indiquait qu'il avait affaire à quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Il a expliqué qu'un jeune homme avait appelé le commissariat pour signaler que lui et son frère étaient piégés par une sorte de force invisible à l'intérieur de leur maison. Les détails étaient vagues, mais l'urgence dans la voix du garçon suffisait à éveiller la curiosité du délégué, qui crut devoir me rapporter l'affaire. Thomas savait que je ne pouvais pas ignorer quelque chose comme ça. Je n'y ai pas réfléchi, à 2 fois. J'ai attrapé mon sac avec des outils de protection, j'ai mis une veste sur mes épaules, et je me suis dirigé vers le commissariat de police. La ville était calme en cette fin d'après-midi, le genre de calme qui précède quelque chose de grave. Les rues vides, les lumières des maisons qui brillaient faiblement sur le ciel gris, tout semblait enveloppé d'un voile de tension. Je suis arrivé au commissariat et j'ai trouvé Thomas qui m'attendait. Il m'a remis un morceau de papier avec l'adresse de la maison et m'a dit que le policier avait considéré l'affaire comme un canular. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Quelque chose m'a dit que c'était plus qu'une simple mauvaise blague. La maison se trouvait à la périphérie de la ville, dans une zone entourée de grands arbres denses. À mon arrivée, la vue de la construction m'a donné des frissons. C'était une grande mais vieille maison, avec des carreaux cassés et des murs écaillés. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'air. Quelque chose que même la faible lumière du soir ne pouvait dissimuler. J'ai garé la voiture et j'ai marché jusqu'à l'entrée, chaque pas résonnant comme si le sol était vivant. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai réalisé que l'intérieur était encore pire. Une odeur d'humidité et autre chose, quelque chose d'indéfinissable, comme si l'espace lui-même pourrissait, emplissait mes narines. Il y avait 2 jeunes hommes à l'intérieur, tous 2 tremblants, blottis dans un coin de la pièce. Ils étaient frères. Cela ressortait clairement de la façon dont ils se regardaient, cherchant du réconfort l'un chez l'autre. Ils semblaient effrayés, mais pas seulement de la peur rationnelle de quelqu'un confronté à une situation incompréhensible. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépassait le physique. Leurs yeux étaient écarquillés, fixés sur quelque chose que seul pouvait voir. L'un d'eux tenait une petite boîte en bois, tandis que l'autre avait les bras croisés sur la poitrine, comme s'il essayait de se protéger de quelque chose d'invisible. C'est alors que j'ai vu l'objet au centre de la table. Une vieille planche de bois, couverte d'étranges symboles et dessins qui semblaient y bouger lorsque je clignais des yeux. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Ce n'était pas un simple jeu de société. C'était une porte, une connexion avec quelque chose qui n'appartenait pas à notre monde. Je savais que je devais découvrir ce qui s'était passé, mais je savais aussi que chaque seconde passée là-bas augmentait le danger. C'est ainsi qu'a commencé mon voyage pour comprendre ce qui avait amené ces jeunes hommes au bord de l'effondrement mental et physique. Quelque chose était coincé dans cette maison, quelque chose qui ne voulait pas être libéré. L'air à l'intérieur de la maison était épais, comme si chaque respiration aspirait un peu plus de mon énergie. La proximité du tableau me mettait mal à l'aise, mais je savais que je devais comprendre ce qui se passait avant d'entreprendre une action soudaine. Les 2 jeunes restaient dans le coin, immobiles, enfermés dans une bataille silencieuse contre quelque chose que je ne voyais toujours pas.
Leur corps tremblait involontairement, et il y avait des marques violettes sur leurs bras, comme si des mains invisibles les avaient fermement saisis. Ils n'y avaient aucun doute que c'était réel. Je m'approchai lentement de la table où était positionné le tableau. C'était un objet ancien, fait de bois sombre et patiné. Les symboles gravés dessus semblaient danser dans la pénombre de la pièce, changeant de forme à mesure que j'essayais de concentrer mon regard. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans ces marques, quelque chose qui m'attirait vers elle, comme si elle voulait m'avaler. Je connaissais ce genre de magie, ou plutôt ce genre de malédiction. De tels objets étaient des portails, des fragments d'un autre monde apportés ici par des personnes naïves ou désespérées. Et à l'apparence de ces symboles, je savais que le portail avait déjà été ouvert. Les frères, j'ai réalisé, étaient épuisés. Leurs vêtements étaient froissés et leurs visages pâles indiquaient qu'ils n'avaient pas dormi depuis des jours. L'aîné, qui tenait la caisse en bois, avait l'air particulièrement tourmenté. Il avait de profonds cernes sous les yeux et ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine maintenir l'objet stable. L'autre, plus jeune, gardait les yeux fermés, comme s'il avait peur de ce qu'il pourrait voir en les ouvrant. Tous deux étaient piégés dans une prison invisible, incapables de quitter cette pièce, incapables même de toucher le tableau sans en subir les conséquences. Jai attrapait ma lampe de poche et j'ai éclairé la pièce à la recherche d'indices. Il y avait des marques étranges sur les murs, des rayures profondes qui semblaient avoir été faites par d'énormes griffes. Au sol, j'ai vu des petits fragments de verre, provenant probablement d'objets projetés contre les murs. La pièce entière semblait vivante, palpitante d'une énergie sombre qui faisait battre mon cœur. Chaque pas que je faisais résonnait anormalement, comme si le son était amplifié par quelque chose au-delà de la normale. Jai tournait mon attention vers le tableau. En l'observant de plus près, Jai remarquait qu'il y avait un ensemble de pièces disposées dessus, chacune représentant quelque chose de différent, une figure humaine, un animal, une étoile. Les pièces semblèrent bouger d'elles-mêmes, bien que de manière presque imperceptible. C'était comme regarder une pièce de théâtre dont les acteurs étaient cachés derrière un rideau. Je savais que ce n'était pas qu'un jeu, c'était un rituel, un lien direct avec quelque chose qui était désormais enfermé dans cette maison, se nourrissant de la peur des deux jeunes. J'ai décidé que je devais comprendre davantage ce qui s'était passé avant d'essayer d'affronter l'esprit. Jai ouvert mon sac et j'ai sorti un cahier, notant tout ce que je voyais. Jai également trouvé un enregistreur audio et je l'ai allumé, dans l'espoir de capturer tout son inhabituel. Jai donc commençait à fouiller la pièce à la recherche d'indices. Sur l'une des étagères, Jai trouvé une boîte en carton contenant des instructions imprimées sur du papier jauni. C'était le manuel du jeu, écrit dans une langue archaïque que je reconnus comme une variante du latin. Les mots parlaient de invocation, de passage et de libération. Il y avait des avertissements clairs concernant une utilisation abusive du tableau, mais ils ont été ignorés par les jeunes. C'est alors que Jai réalisait quelque chose d'encore plus inquiétant. Dans un coin de la pièce, il y avait un miroir recouvert d'un drap. Lorsque je l'ai retiré, j'ai vu que le reflet ne correspondait pas à ce que je voyais en réalité. Mon visage était déformé, comme si j'étais attiré dans un verre. Derrière moi, les deux jeunes hommes semblaient encore plus petits, presque irréels. Ce n'était pas un simple miroir, c'était une fenêtre sur l'autre côté, une connexion directe avec le monde où l'esprit était piégé. Je savais que je devais agir rapidement. L'esprit devenait plus fort, se nourrissant de la peur et de la vulnérabilité des frères. Mais je savais aussi que toute mauvaise décision pourrait nous mettre tous en danger encore plus. Jai attrapait une poignée de gros sel et j'ai tracé un cercle autour du tableau, marmonnant une ancienne prière que j'ai apprise au cours de mes voyages. Le sel constituait une barrière temporaire mais efficace. Pour l'instant, l'esprit semblait contenu. Toutefois, cela ne durera pas éternellement. L'air commença à se rafraîchir rapidement, et une sensation de lourdeur envahit la pièce. Les meubles se mirent à trembler et les rayures sur les murs semblaient se multiplier. Les deux jeunes hommes rétrécirent encore davantage, leur corps convulsant comme s'ils combattaient une force invisible. Je pouvais maintenant sentir la présence de l'esprit, une entité sombre qui planait au-dessus de nous, nous observant, attendant le bon moment pour frapper. Mon cœur battait vite, alors que j'essayais de penser à un plan. Je savais que le plateau était la clé de tout, mais je savais aussi que le détruire ne serait pas facile. Les esprits piégés dans de tels objets devenaient souvent encore plus dangereux lorsqu'ils y étaient confrontés. Ils ne voulaient pas être libérés, ils voulaient rester, se nourrissant de la peur et de la souffrance de ceux qui les invoquaient. Et à ce moment-là,
J'avais l'impression que l'esprit se préparait à quelque chose de grand. La tension dans la pièce était palpable, et je savais que nous étions sur le point de faire face à quelque chose qu'aucun de nous n'était prêt à affronter. La prochaine étape serait un risque calculé, mais il n'y avait pas d'autre choix. Il devait affronter directement l'esprit, avant qu'il ne consume complètement les deux frères. Le temps semblait s'être arrêté dans cette maison. Chaque seconde était une éternité, et le poids de ce qui allait arriver pesait sur mes épaules comme s'il s'agissait de quelque chose de physique. L'esprit était là, plus présent que jamais, et je sentais sa colère palpiter dans l'air. C'était comme être sur un champ de bataille invisible, où chaque faux mouvement pouvait avoir des conséquences fatales. Il savait que la confrontation serait inévitable, mais il savait aussi qu'il devait agir avec prudence. Une erreur, et non seulement les deux jeunes hommes seraient perdus, mais moi aussi. Jay décidait de commencer par le rituel de confinement de base. Jay sortit des bougies noires du sac et les est placées aux quatre coins de la pièce, formant un carré autour du tableau et des frères. Je les allumais soigneusement, murmurant des mots anciens que j'avais appris au fil des années d'études et de pratique. La lumière des flammes vacillait de manière erratique, comme si quelque chose essayait de l'éteindre. Mais ils ont résisté, créant une barrière ténue qui, du moins pour le moment, tenait l'esprit à distance. Les deux jeunes hommes parurent momentanément soulagés, leur respiration un peu moins laborieuse, leur corps moins tendu. Cependant, je savais que ce n'était rien de plus qu'une trêve temporaire. L'esprit commença à se manifester plus directement. L'air est devenu encore plus froid et un épais brouillard a commencé à se former autour de la planche. Il tournait lentement, comme un tourbillon, et commençait lentement à prendre forme. Ce n'était pas une figure humaine, mais quelque chose de déformé, un mélange d'ombre et de fragments de quelque chose qui avait autrefois été vivant. Il y avait des yeux sur cette forme, beaucoup d'entre eux, tous fixés sur moi. Je pouvais sentir sa haine, sa faim insatiable de peur et de douleur. Il était coincé entre les mondes, emprisonné par le plateau, mais cela ne voulait pas dire qu'il était impuissant. Au contraire, sa frustration alimentait sa force. Les rayures sur les murs commencèrent à se multiplier, désormais accompagnés de sons gutturaux qui résonnaient dans toute la pièce. Ils ressemblaient à des rires, mais ils étaient déformés, comme s'ils venaient d'une autre dimension. Les pièces du plateau ont commencé à bouger d'elles-mêmes, glissant sur la surface en bois comme si elles avaient leur propre vie. Je savais que l'esprit essayait de m'intimider, me forçant à battre en retraite. Mais je ne pouvais pas céder. Si je montrais le moindre signe de faiblesse, il en profiterait pour attaquer. Jay commençait à dessiner des symboles sur le sol avec de la craie blanche, formant un cercle plus grand autour des bougies. C'était un ancien sceau, conçu pour piéger les entités surnaturelles. En dessinant, Jay sentit la présence de l'esprit s'intensifier, comme s'il réalisait ce que je faisais. La brume commença à tourbillonner plus vite, et les sons gutturaux se transformèrent en cris aigus qui me faisaient mal aux oreilles. Mes mains tremblaient alors que je terminais le dernier coup de sceau, mais je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas. Quand Jay finit, j'ai pris le poignard en argent et je l'ai levé au-dessus de ma tête, me plaçant au centre du cercle. L'esprit réagit immédiatement, lançant des explosions d'énergie qui firent trembler les meubles et faire tomber les objets des étagères. Une chaise a été projetée contre le mur avec une telle force qu'elle s'est brisée en morceaux. Les deux jeunes hommes criaient silencieusement, leur corps se contractant comme des marionnettes contrôlées par des ficelles invisibles. Ils étaient utilisés comme armes par l'esprit, essayant de briser la barrière que j'avais créée. Mais je n'ai pas reculé. J'ai tenu fermement le poignard et j'ai commencé à réciter une invocation ancienne, une prière qui servait à la fois à protéger et à affaiblir l'esprit. Les mots étaient rauques, presque étouffés, mais ils résonnaient dans la pièce comme le tonnerre. Le brouillard commença à se dissiper et les cris aigus s'apaisèrent, remplacés par un lourd silence. Pendant un moment, j'ai cru que j'avais gagné. Mais ensuite, l'esprit a attaqué. Une vague d'énergie m'a frappé avec suffisamment de force pour me projeter contre le mur. J'ai senti l'impact sur mes côtes, et pendant un instant, tout est devenu sombre. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu que le seau du sol était brisé et que les bougies avaient été soufflées. L'esprit était libre, planant au centre de la pièce comme une ombre gigantesque. Il s'avança vers moi à une vitesse terrifiante, m'enveloppant dans une obscurité suffocante. Jay eut du mal à me relever, mais mon corps était lourd, comme s'il était écrasé par une force invisible. Ceste alors que je me suis souvenu de la seule ressource qui me restait, le feu.
Jai prit le briquet que je portais dans ma poche et je l'ai allumé en le tenant à côté du tableau. Le bois commença à brûler lentement, émettant une fumée noire qui remplit la pièce. L'esprit poussa un cri assourdissant, comme s'il était consumé par les flammes. Il essaya de s'éloigner, mais le feu sembla le tirer en arrière, le clouant au tableau. Petit à petit, sa forme commença à se briser, se dissolvant dans la fumée. Au fur et à mesure que la planche brûlait, l'énergie de l'environnement changeait complètement. Le poids qui pesait autrefois sur mes épaules a disparu et l'air est redevenu respirable. Les marques sur les murs ont commencé à s'estomper et les objets qui avaient été lancés contre eux sont revenus à leur place d'origine. Les deux jeunes hommes tombèrent au sol, épuisés mais enfin libres. Ils ne semblaient pas vraiment comprendre ce qui s'était passé, mais leurs visages montraient du soulagement. Je savais que l'esprit avait été détruit, mais je savais aussi que ce n'était pas la fin. Il y avait quelque chose dans cette maison, quelque chose qui était resté même après la destruction du tableau. Le sentiment que j'avais peut-être raté quelque chose. Jai regardait autour de moi, analysant chaque détail, mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Petit à petit, la pièce redevint normale. Mais je savais que ce n'était pas une fin heureuse. C'était juste une pause dans quelque chose de bien plus grand. Le feu a complètement consumé la planche, la réduisant en cendres qui se sont répandues sur le sol comme une poussière noire. L'énergie sombre qui dominait la maison semblait s'être éteinte avec les flammes, mais je ne pouvais me débarrasser d'un sentiment inconfortable. C'était comme si quelque chose était toujours là, observant, silencieusement, attendant patiemment une autre opportunité. Je savais que de tels esprits disparaissaient rarement complètement, ils ont simplement changé de forme, se sont adaptés, ont trouvé des moyens de persister. Les deux jeunes hommes étaient assis par terre, se serrant dans les bras, essayant de reprendre le contrôle de leur corps et de leur esprit. Ils tremblaient. Mais maintenant, c'était un tremblement d'épuisement physique et émotionnel, et non plus de pure peur. Je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils avaient vécu quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Leurs visages étaient marqués par la tension des derniers jours, et je savais que cela laisserait de profondes cicatrices. Mais ils étaient en vie, et c'était bien plus que ce que beaucoup de gens pouvaient y faire face à des forces comme celle-là. Je m'agenouillai à côté d'eux, et posai doucement une main sur l'épaule du vieil homme. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Il m'a regardé avec des yeux fatigués, mais aussi avec gratitude. Il savait ce que j'avais fait, même s'il ne comprenait pas complètement les détails. L'autre, le plus jeune, continuait les yeux fermés, comme s'il avait peur d'ouvrir les paupières et de trouver quelque chose qui n'avait pas encore disparu. Je ne voulais pas les effrayer encore plus, alors j'ai simplement hoché la tête, indiquant que c'était fini du moins pour le moment. Jai rassemblait mes outils et les ai rangés dans mon sac pendant que j'inspectais à nouveau la pièce. Cela semblait normal maintenant, presque banal. Les murs étaient propres, sans marque ni rayures. Le mobilier était intact à l'exception de la chaise cassée. L'air était léger, sans le poids oppressant qui remplissait auparavant la pièce. Mais je connaissais trop bien le surnaturel pour me fier aux apparences. Quelque chose dans cette maison restait différent, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Jai décidé de jeter un dernier regard dans le miroir recouvert par le drap. Lorsque je l'ai retiré, j'ai vu que mon reflet était à nouveau normal. Mais quelque chose dans le verre me dérangeait. Il y avait une petite tache noire dans le coin inférieur droit, à peine perceptible. Jai touchait le miroir avec précaution et Jai ressentit une froideur anormale au bout de mes doigts. Ce n'était pas naturel. Je savais que l'esprit avait laissé une partie de lui-même derrière lui, une graine plantée pour pousser quand je n'étais plus là. Nous n'avions pas le temps d'enquêter davantage. Il fallait que je fasse sortir les jeunes de cette maison immédiatement. Je les ai aidés tous les deux à se relever et je les ai emmenés à la porte. Avant de partir, j'ai jeté un dernier coup d'île à l'intérieur de la maison. Le feu au centre de la pièce s'était éteint, ne laissant qu'un petit tas de cendres à l'endroit où se trouvait la planche. Mais quelque chose dans ces cendres semblait briller faiblement, comme des braises qui ne s'étaient pas encore complètement éteintes. J'ai fermé la porte derrière nous, me promettant de revenir enquêter plus en profondeur dès que possible. Dans la voiture, alors qu'ils rentraient en ville, les deux frères sont restés silencieux. Je ne sais pas s'ils étaient en train de traiter ce qu'ils avaient vécu ou s'ils étaient simplement incapables de trouver les mots pour décrire l'expérience. Je les ai emmenés au commissariat, où Thomas attendait. Jai brièvement expliquait ce qui s'était passé, en omettant les détails qui pourraient leur provoquer davantage de panique. Il était soulagé de les voir vivants, mais aussi perplexe face
à la description de ce à quoi j'avais été confronté. Thomas a toujours été pragmatique, mais même lui a dû admettre que certaines choses dans le monde ne peuvent pas être expliquées par la logique. Jai laissait les jeunes à sa garde, et je suis rentré chez moi. J'étais épuisé, physiquement et mentalement. Mon esprit continuait à revivre les événements de cette nuit-là, analysant chaque détail, essayant de comprendre si j'aurais pu faire quelque chose différemment. Mais ce qui me préoccupait le plus, c'était cette tache sur le miroir. Je savais que l'esprit n'avait pas été complètement détruit. Il avait laissé quelque chose derrière lui, quelque chose qui pourrait revenir. En arrivant à la maison, je me suis assis dans le même fauteuil usé où je me trouvais, lorsque Jai reçut l'appel téléphonique. Jai ouvert le journal que je lisais plus tôt et j'ai recommencé à feuilleter ses pages. Mes mains tremblaient légèrement alors que je cherchais toute mention des prix laissant des fragments d'eux-mêmes derrière eux. Jai trouvait un passage qui parlait de fragments d'âme, des morceaux d'entités attachés à des objets ou des lieux comme garantie de retour. Cela expliquait la tache sur le miroir. L'esprit avait sacrifié une partie de lui-même pour survivre, et maintenant cette partie grandissait lentement, se nourrissant de toute énergie résiduelle. Je savais que je devais retourner dans cette maison. Je ne pouvais pas ignorer le danger qui y menaçait toujours. Mais pour l'instant, il avait besoin de se reposer. Mon corps réclamait une pause, et mon esprit avait besoin de temps pour traiter tout ce qui s'était passé. Je m'allonge sur le canapé en fermant les yeux un instant. Cependant, avant de m'endormir, j'ai eu une pensée inquiétante. Et si l'esprit était déjà à l'extérieur de la maison? Et s'il avait trouvé une nouvelle façon d'avancer? Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. À côté de mon sac se trouvait un petit objet que je ne reconnaissais pas, un morceau de bois calciné, avec un symbole gravé dessus. Le même symbole que j'avais vu au tableau. Jai sentit un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Il ne faisait aucun doute que l'esprit était toujours vivant, sous une forme ou une autre. Il l'avait laissé là comme un message, un avertissement que notre bataille était loin d'être terminée. Je savais que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand.